On va passer maintenant au premier panel. En guise de rappel, aujourd'hui on a 3 panels. On a un panel sur la valorisation de l'innovation, un panel sur le e-commerce et un autre panel sur la CDP. Sachant que, encore une fois, le 3e panel sur la CDP, c'est beaucoup plus une présentation de la CDP et des questions-réponses pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'il fonctionne. Les 2 premiers panels vont faire intervenir des entreprises sénégalaises, notamment sur le premier panel sur la valorisation de l'innovation, qui exercent dans ce métier-là. Dans ce métier-là, ou en tout cas qui ont fait preuve d'une innovation sur l'année dernière ou sur les années d'avant. La liste n'est absolument pas exhaustive. Les contraintes de temps ne nous ont pas permis d'aller au fond de cette analyse-là. Mais on a retenu ce qui nous semblait le plus visible sur le marché en n'étant absolument pas exhaustif. Donc là, je m'adresse plutôt aux fournisseurs de services à valeur ajoutée qui ne seraient pas invités à venir participer à ce panel-là, à comprendre que c'est plus un manque de visibilité. Aujourd'hui, quand vous avez une innovation que vous avez développée dans vos compagnies, merci de les rendre visibles auprès de ADN, pour qu'on puisse demain nous appuyer sur ces innovations-là, pour valoriser le rôle du Sénégal par rapport à l'innovation dans le domaine des nouvelles technologies. Et c'est très important pour le secteur globalement. Donc on va inviter à ce panel 3 entreprises. Il s'agit en l'occurrence de People Input, à travers une application qu'ils ont développée de voix sur IP qui s'appelle Ginger, si je ne me trompe pas, hein, j'espère que je le prononce bien. Amaranth, donc une entreprise qui a développé une application nommée CMO, celle-là je la connais un peu mieux. Et Solid, donc qui a développé une application qui sert aujourd'hui à Pamecas dans le domaine des institutions de microfinance à faire des paiements et à collecter de la donnée à distance. Donc on invite ces 3 entreprises à venir nous parler un peu de leurs innovations au-delà de la tribune pour qu'ils puissent présenter leurs produits. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est beaucoup plus le parcours de l'innovation. Quels sont les problèmes rencontrés, les freins à cette innovation-là, et quelles sont aujourd'hui leurs perspectives en étant dans le contexte économique sénégalais où on se permet de faire de l'innovation. Quand on sait que les produits normaux ont du mal à se vendre, comment ça se passe quand on innove dans notre contexte actuel. Et pour pouvoir modérer ce panel-là, on invite M. Babacar Lo, donc de ADN, à venir nous rejoindre au niveau de la table. On invite aussi M. Fall au niveau de l'ARTP, donc oui, qui sera membre du collège effectivement. Et des opérateurs télécoms, donc le CETIC, le CETIC est un des opérateurs télécoms. Ceux qui sont présents dans la salle, moi je vois M. Sidibé juste en face de moi, je suis bien tenté de lui demander de venir nous rejoindre à ce collège-là. Et le CETIC, j'avais vu Regina en début de séance, j'espère qu'elle est toujours là. Oui, donc le CETIC ou le ministère chargé des télécoms, si vous avez des représentants, c'est le moment de venir pour qu'on puisse animer ce panel sur l'innovation. Donc People Input, Amaranth et Solid, vous êtes conviés. On va vous installer des chaises ici juste devant pour vous faire parler. Donc, je pense que ça va être un sujet très passionnant et il faudra essayer un peu de gérer ce temps-là pour qu'avant de passer à la pause, nous puissions en tirer la quintessence. Donc je vais commencer avec tout simplement en invitant l'un des présentateurs à prendre la parole et puis à nous exposer un peu son parcours. Je vous remercie. Alors, je vais essayer effectivement de reprendre le relais par rapport à cet aspect. L'idée effectivement est de pouvoir parler de l'ensemble des innovations qui ont eu à être effectuées au Sénégal en comparaison à d'autres pays qui peut-être beaucoup à de nouvelles façons d'exploiter les services à valeur ajoutée, de ne pas seulement se concentrer sur les services à valeur ajoutée voix ou encore SMS. Donc on va peut-être commencer avec Foulaner, donc qui est une solution qui est développée par Solid et qui effectivement est utilisée par le réseau Pamecas notamment pour la collecte de fonds. Voilà, merci. Je suis Idrissa Sakine, représentant la société Solid qui est fournisseur SBA. Comme ça a été bien dit, l'objectif c'est pas de faire la publicité du produit, mais de parler de l'impact social que les SBA ont sur les populations. Et en deuxième lieu, de parler des contraintes et des problèmes que nous avons rencontrés afin que les différents acteurs présents ici puissent s'en inspirer pour apporter des réformes ou améliorer en tout cas le cadre dans lequel nous travaillons. Foulaner, en fait, est une application qui a été développée au profit du réseau Pamecas. Pour que ceux qui ne savent pas comment il fonctionne, les réseaux de microfinance sont des réseaux d'agences de caisses qui sont indépendantes. C'est-à-dire que les caisses ont chacune une base de données séparée, indépendante, une comptabilité séparée. Et c'est comme si c'est des banques qui collaboraient
et qui ont besoin de faire une compense bancaire même, à l'échelle même, comme le font les banques au niveau de la BCEAO. La difficulté était de rapprocher le système d'information des populations. Dans quel sens? Ils ont lancé un produit qu'ils appellent Petite Collecte. La Petite Collecte consiste à faire le tour des marchés et à collecter un montant au niveau des commerçants en guise d'épargne. La contrainte que ces commerçants ont, c'est qu'ils ne peuvent pas fermer leur commerce pour aller se rendre au niveau de la banque et faire un dépôt de 1000 francs ou de 2000 francs. Le montant est entre guillemets ridicule, mais ils ne peuvent pas fermer leur boutique pour aller faire ce dépôt-là. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la journée, ils rentrent avec l'argent et il y a de fortes chances qu'ils ne reviennent pas avec le lendemain parce que ça passe à la dépense quotidienne. Ou bien ils laissent ça au niveau de leur boutique avec les risques que le marché brûle, etc. Les réseaux de microfinance ont fait l'effort de s'installer à proximité des marchés, mais le problème qu'ils ont, c'est qu'à leurs heures d'ouverture, les commerçants ne sont pas disponibles pour faire les opérations bancaires. Ils nous ont dit, écoutez, le système est très complexe, on a des bases de données séparées qui ne sont pas forcément reliées. Votre défi, c'est de faire une application qui puisse exécuter des transactions distribuées en temps réel et qui puisse impacter en temps réel le compte des clients. Alors, ce que nous avons fait, c'est d'abord au niveau informatique, mettre en place un système qui fédère l'ensemble de ces bases de données et qui se connecte dynamiquement à la base au niveau de laquelle le client est inscrit, de faire la transaction distribuée. Pourquoi distribuer? Parce qu'il faut une compense aussi entre la fêtière qui est la maison mère et les différentes bases de données impliquées. Il y en a au moins deux. Celle de l'agent qui fait l'opération et celle au niveau de laquelle le client est inscrit. Donc au niveau informatique, c'est assez complexe comme transaction et comme l'aspect de la sécurité à gérer et tout. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais ce sur quoi je veux insister, c'est l'impact social. Ce qui s'est passé, c'est que au début, le PAMECAS a ouvert le projet à plusieurs prestataires. On nous a mis en compétition et certains ont proposé comme solution d'imprimer avec des imprimantes mobiles le reçu. Le problème qu'ils ont eu, c'est que le reçu s'effaçait ou se perdait. Le client ne savait plus c'était quoi son solde et avait des soucis pour faire confiance en fait au système. Et c'est là qu'on a introduit le SMS pour lui faire un reçu électronique et lui donner son dernier solde. Alors, une fois qu'on a rajouté cette couche, la confiance a été augmentée. Les gens ont adhéré au système et ce qui se passe, c'est qu'il y a un collecteur qui fait le tour du marché et à n'importe quelle heure, prend 1000 francs, 2000 francs, 100 000, 200 000. Le montant varie suivant la taille du commerce et le pouvoir, en fait, la force du commerçant. Mais la collecte se fait en temps réel, le compte est impacté en temps réel et puisque la caisse est à proximité, le commerçant peut à tout moment faire son retrait en se déplaçant quand même, parce que pour des raisons de sécurité, le retrait n'a pas été autorisé au niveau mobile. L'opérateur qui est le caissier est un caissier au même titre que le caissier qui est au niveau de l'agence. Donc en fin de journée, les rapports de transaction sont les mêmes. La vérification par le caissier principal se fait de la même manière qu'avec tous les autres caissiers. Et l'avantage, c'est que le caissier n'utilise qu'un téléphone mobile avec une connexion 3G. Encore une fois, nous insistons beaucoup sur le fait que le service à valeur ajoutée repose sur un support de communication, peu importe lequel. Que ce soit l'Internet, que ce soit le SMS, que ce soit le téléphone, c'est juste un support. Et c'est là que nous attirons l'attention des opérateurs et de l'autorité de régulation sur le fait qu'il ne faut pas faire un focus sur le support en matière de définition de services à valeur ajoutée, mais surtout voir l'impact social que ces services ont sur les populations et considérer les SMS, les USSD et autres au même titre que l'Internet. Nous devons acheter, bien sûr, payer un coût pour l'utilisation du support, mais derrière l'effort d'intégration que le fournisseur fait pour rendre opérationnel le système, c'est complètement à sa charge. Donc, lancer un appel sur la compréhension de ces définitions et puis souhaiter que ce forum soit l'occasion pour tous les acteurs de comprendre ce que endurent les autres acteurs et que chacun puisse faire des efforts afin que le cadre soit à l'avantage des populations. Merci. Merci beaucoup. On cède la parole au modérateur s'il y a des points ou... En fait, je pense qu'on a eu un bref exposé
de l'innovation en question. Mais je crois que ce qui peut aussi intéresser la salle derrière tout ça, c'est de voir quel est le modèle économique qui sous-tend cette activité. C'est-à-dire comment éventuellement cette solution aujourd'hui mise sur le marché est valorisée, quel est l'impact ou l'intérêt en tout cas financier pour l'entreprise qui la développe. Est-ce qu'elle est pourvoyeur d'emploi? Voilà, avoir un peu plus d'éléments un peu économiques sur l'activité. Ok. Alors, je ne sais pas aborder ce point, je me suis focalisé sur l'intérêt économique pour les populations, mais l'intérêt économique est triple. En fait, il y a un intérêt pour la population qui fait de l'épargne, mais le PAMECAS a pris soin de leur dire que, écoutez, vous épargnez pendant un certain nombre de temps, vous aurez un crédit automatique qui est égal à X fois le montant que vous avez épargné, ou le montant de la mise donc sur lequel vous vous êtes engagé. En fait, celui qui épargne, il est assuré d'avoir un crédit au bout de 6 mois ou au bout d'1 an, j'ai oublié la durée, qui est égal à X fois sa mise. Donc, l'institution de microfinance fait de l'épargne et n'a plus besoin d'aller emprunter de l'argent au niveau des banques pour ses besoins de cash. Donc, ils se sont rendus compte qu'en analysant les statistiques, les agences ne demandaient plus à la fêtière de leur envoyer de l'argent, mais c'était plutôt le contraire. Ils avaient tellement d'épargne qu'ils n'avaient plus besoin d'emprunter de l'argent pour faire du crédit. Donc, ils s'appuient sur la collecte pour renflouer leur caisse au niveau de liquidité et ils récupèrent cet argent pour reprêter aux populations. Donc là, c'est ça qu'ils y gagnent. Entre parenthèses, le modèle économique pour nous, c'est que le développement a été fait gratuitement. On connaissait l'intérêt que ça pouvait avoir. On a promis au client, qui est le PAMECAS, de faire le développement sans facturer quoi que ce soit. Mais il y a un revenu sharing. Parce que ce qui se passe, c'est que la population qui participe à cette collecte-là accepte de laisser une mise par mois. Donc tous les mois, le client, il accepte de laisser en guise de frais une mise. Cette mise-là, il y a un pourcentage qui est restitué, je pense 20% si je me trompe, j'ai oublié, aux fournisseurs. Et nous, nous assurons la maintenance du système et nous ajoutons les fonctionnalités qui sont demandées en fonction de l'évolution. Donc chaque partie y gagne. Donc c'est un modèle, c'est un partenariat où tout le monde se retrouve et il est logique que ça perdure. Donc depuis 2 ans, on a déployé le système et on a des statistiques qui montrent le niveau de liquidité. Les caisses sont même des fois surliquides et le problème qu'ils ont maintenant, c'est de récupérer l'argent, de le renvoyer à la fêtière. Donc voilà le modèle économique, c'est win-win. Les clients s'y retrouvent parce que ça ne leur coûte pas grand-chose et ils ont un crédit au bout. L'institution garantit que c'est de bons payeurs avant de leur prêter de l'argent et il a de l'épargne pour prêter à nouveau à d'autres clients. Et nous, évidemment, nous avons notre pourcentage. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Alors, tout à l'heure, on a évoqué notamment l'impact des services à valeur ajoutée voix. On a une application qui s'appelle Ginger. J'espère qu'il y en a qui connaissent l'application en soi. Je vais laisser la parole effectivement à People Input de nous en parler. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, Samba Chongan de People Input, Product Manager. Donc, Ginger, c'est une application mobile du type de WhatsApp, Viber et WeChat. Pour ceux qui connaissent, je crois que Viber est plus connu en tout cas au niveau. Depuis tout à l'heure, j'observe un peu la salle, j'ai vu certaines personnes utiliser Viber. Donc, c'est une application qui produit les mêmes services, donc c'est-à-dire autant le SMS, bon, les messages, on va dire, et l'appel VEIP. Et Ginger, pour la petite genèse, pour la petite histoire, Ginger a été développé parce que le PI Lab, c'est-à-dire un laboratoire que nous avons mis en place chez People Input depuis l'année dernière, et nous avons réfléchi à différents produits ou services à mettre en place sur le marché pour répondre à tel type de besoin, à n'importe quel type, à différents types de besoins au niveau de la sous-région africaine. Donc, pourquoi le projet Ginger? C'est simple, nous sommes partis du constat que sur le continent africain, nous n'avons aucune application, en tout cas de ce type, qui a été développée. Donc nous avons WeChat, par exemple, qui appartient à la Chine, l'Inde, donc le Japon, donc c'est l'Asie. Vous avez WhatsApp, Snapchat, qui sont des États-Unis, Viber, entre autres, qui est européen. Donc nous n'avons aucune application de ce type qui proviendrait de l'Afrique. Donc nous sommes partis de ce constat pour nous lancer sur ce projet, qui n'est pas, pour répondre aux problématiques que vous soulevez, qui n'est pas un projet en tout cas qui est simple. Nous sommes toujours en train d'innover,
d'innover à ce niveau, surtout par rapport à des contraintes techniques. Donc nous améliorons tout le temps la plateforme. Et pour se différencier de ces autres applications, parce que c'est la question qu'on s'est posée et que tout le monde va se poser, pourquoi faire pareil alors que ça existe déjà? La valeur ajoutée de Ginger, c'est simple, nous misons sur tout ce qui est contenu africain. Donc pour ceux qui connaissent, nous avons la première valeur ajoutée, c'est ce que nous appelons les stickers locaux. Donc c'est des stickers comme vous avez sur Viber, où vous avez des expressions locales, c'est-à-dire, pas de présentation, mais vous avez par exemple des expressions locales en Wolof, des expressions locales de Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Nigeria, du Ghana, et d'autres sont en train d'arriver sur la plateforme. Donc vous avez tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on utilise usuellement, l'UPS, Namonal, tout ça, qui est dans la plateforme. Et si vous faites un petit rapprochement, chez Viber qui propose des stickers, vous n'avez pas ce genre de stickers. On pourrait même dire que vous ne les aurez jamais, parce que c'est pas, on va pas aller jusqu'à dire qu'ils ne se soucient pas de notre marché, mais pour le moment, ce qu'on a vu en tout cas depuis qu'ils existent, ils ont plus misé sur des contenus qui sont plutôt occidentaux. La preuve, les émoticônes. Sur toutes ces applications, les émoticônes sont, on va dire, jaunes ou blancs. Ils ne sont pas noirs. Sur Ginger, les émoticônes sont noirs. Donc, c'est pour répondre à ce besoin de contenu africain. Et si vous remarquez aussi sur le marché africain, on a un petit mouvement qui se fait de plus en plus de consommer local en tout cas. Si vous prenez le cas de la musique, tout ce qui est maintenant musique, on va dire entre guillemets Naija, on la consomme de plus en plus. Donc il y a ce mouvement qui devient de plus en plus populaire du consommer local. Et donc partons aussi de ce fait-là pour proposer cette application Ginger. Donc autre point sur Ginger, c'est une application alors qui est totalement gratuite. Elle ne vous demandera aucune ressource financière. Vous avez juste à installer l'application. Il est disponible actuellement sur le Google Play Store et bientôt, dans les semaines à venir, sur Apple Store. Donc elle fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout simplement les messages. Vous pouvez vous envoyer des messages entre vos différents contacts, tout comme Viber le fait. L'appel VoIP, c'est en mode test actuellement. On a défini un certain groupe de certaines personnes pour le tester. Et une fois que on sera vraiment sûr que ça fonctionne chez tout le monde, on va aussi le mettre à disposition de tout le monde. Aussi, il y a d'autres valeurs ajoutées qui sont par exemple ce que nous avons appelé chez nous le carré VIP. Donc c'est une sorte de salon de discussion, un forum de discussion on va dire, avec selon des thématiques bien précises. Imaginons que vous êtes fan d'une équipe imaginons que vous êtes fan de la lutte par exemple sénégalaise. Si nous avons un carré VIP sur la lutte sénégalaise, vous pouvez échanger lors d'un combat par exemple avec différentes personnes qui ont le même centre d'intérêt que vous. Donc on peut en créer autant qu'on l'on veut. Donc c'est comme, prenons exemple, c'est comme si c'était un groupe Facebook par exemple. Vous pouvez communiquer avec les différents participants de ce groupe. C'est aussi simple que cela. Je crois que je fais le tour par rapport à Ginger. En fait, juste une petite question, mais je vais me réserver plutôt lorsqu'on va aborder la série de questions-réponses au niveau de la salle. Effectivement, j'ai fait quelques questions. Donc on va plutôt avoir un style de modération différent. On va laisser les gens présenter leur application, nous en parler un peu plus. Et puis ensuite, avec la salle, nous réagirons en temps opportun. Et d'ailleurs, j'en profite effectivement pour féliciter l'ARTP pour l'occasion qui a été donnée notamment de valoriser des applications locales et des innovations. Il va sans dire effectivement qu'il ne s'agit pas d'aller dans le sens d'une autoflagellation, mais plutôt effectivement de valoriser ça. J'évoque cet aspect notamment par rapport à des questions de valorisation qui ont été évoquées tout à l'heure. Je pense que notamment quand on va donner la parole au public, d'autres fournisseurs de SVA qui sont ici présents et qui ont des logiques innovatives pourraient aussi en profiter pour en parler des problématiques qu'ils rencontrent ou encore des blocages qui peuvent exister, qui pourront permettre notamment qu'on puisse dégager à la fin des perspectives notamment de recommandations pour les années à venir. Donc on a effectivement ici une dernière application à présenter qui est Seymour, qui a été développée par Amarante. Voilà, donc bonjour, je m'appelle Ibrahim Ancello pour la société Amarante. Je suis censé vous présenter une application qu'on a appelée CMO, Crédit Multi-Opérateur, et qui est une plateforme en fait qui permet de charger un téléphone à partir
d'un ordinateur, à partir d'une application installée sur le mobile ou à partir d'un SMS simple. Alors, pourquoi CMO? Parce que nous avons d'abord une grosse croyance, c'est que les outils que nous utilisons, les outils technologiques doivent nous aider doivent nous permettre de faciliter la vie aux utilisateurs. Au Sénégal, on s'est rendu compte que les utilisateurs sont très friands de crédit téléphonique. Le marché du crédit téléphonique au Sénégal a atteint 650 milliards de francs CFA il y a 2 ans, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les Sénégalais ont 2, 3, 4 numéros de téléphone qui sont actifs, qu'ils utilisent. Et ils ont besoin de crédit tout le temps. Les difficultés auxquelles les gens sont confrontés, c'est de pouvoir l'avoir partout où ils sont, n'est-ce pas? Parfois, ils sont obligés de sortir pour acheter du crédit dehors. Ils doivent envoyer, quand on est au restaurant, qu'on veut charger son téléphone, on est obligé de mobiliser une ressource pour aller chercher du crédit, etc. On s'est dit pourquoi ne pas mettre créer une solution qui va permettre non seulement à l'utilisateur de charger ces 3 ou 4 numéros, qui soient chez Orange, Tigo ou Expresso, n'est-ce pas, avec le même compte de crédit téléphonique, mais aussi la possibilité et la latitude de le faire partout où il est et à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. N'est-ce pas? CMO, c'est une plateforme qui vous permet aujourd'hui donc d'envoyer du crédit sur un numéro dès que vous avez un téléphone avec un SMS disponible, dès que vous avez une connexion Internet disponible à votre disposition en tout cas. Et ce, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Donc, les utilisations qui sont faites aujourd'hui de CMO. CMO est utilisé par les entreprises pour gérer tout ce qui est dotation en crédit téléphonique de leurs agents. Ça permet à l'entreprise de dire j'alloue 50 000 francs de crédit téléphonique à tel et tel de mes agents, et ces agents ont la latitude de dire ok, j'ai un compte de 50 000 francs de crédit, je dois passer un appel pour telle ou telle chose professionnelle, bien sûr, et je charge 1000 francs, 2000 sur mon numéro, qui soit Orange, Tigo ou Expresso. Il peut utiliser en réalité son compte de crédit téléphonique sur ces différents numéros de téléphone. N'est-ce pas? L'autre utilisation qui est faite du CMO, c'est l'utilisation dans les grandes surfaces. Et je dis dans les grandes surfaces, je veux essentiellement parler des lieux fréquentés par le public. Je parle des centres commerciaux, je parle des banques, je parle des restaurants, je parle des hôtels, n'est-ce pas, qui reçoivent tous les jours des clients, ou en tout cas des gens qui fréquentent cet endroit, et qui peuvent avoir à n'importe quel moment besoin de charger leur téléphone. On met à la disposition effectivement de l'administration du lieu en question les interfaces pour qu'un client qui est sur place et qui veut charger son numéro puisse le faire automatiquement. Et que donc l'hôtel ou le restaurant ou le centre commercial fournissent le crédit à ses clients. Une fois quand ils sont sur le lieu même. L'autre utilisation qu'on a faite du CMO, c'est une utilisation totalement différente. C'est une utilisation dans le cadre du marketing, dans le cadre du real-time marketing. En se basant sur le fait que les Sénégalais effectivement sont très friands de crédit et qu'on a très souvent besoin de crédit téléphonique, on s'est dit, au lieu de rémunérer un acte d'achat ou une participation à une étude, à un sondage ou à un questionnaire, d'avoir répondu à un questionnaire, pourquoi est-ce qu'on n'offrirait pas du crédit téléphonique, tout simplement? Et donc, on a monté une mécanique qui permet aujourd'hui de faire des campagnes promo, des campagnes flash, des campagnes entre 11h et midi pour tout produit acheté chez nous, recevez 10% de ce montant en crédit téléphonique. Et ce, quel que soit votre moyen de paiement, et ce, quel que soit l'opérateur chez qui vous êtes. Et aujourd'hui, c'est une solution, disons, dont on est assez fier du fait des résultats qu'il nous a apportés, et qui aujourd'hui ouvre aussi la porte à beaucoup d'autres utilisations possibles. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier la possibilité avec certaines organisations, notamment des banques, pour permettre à leurs clients qui ont des comptes chez eux de pouvoir charger leur crédit téléphonique où qu'ils soient, n'est-ce pas? Et qu'ils n'aient pas à débourser de leur poche. C'est-à-dire que ce soit tout simplement débité de leur compte bancaire pour faire les chargements en crédit téléphonique. Autre chose possible, c'est la possibilité de packager des offres famille, des offres couple ou des offres amis, où on a un compte de crédit téléphonique et où on partage, je mets 50 000 francs de crédit ou 100 000 francs de crédit et je donne la possibilité à tous mes enfants, quand ils ont besoin de passer un appel ou de charger leur téléphone, de pouvoir le charger et que ce soit directement pris sur ce compte-là.
des offres comme ça qui sont en train d'être packagées et qui vraiment nous donnent beaucoup d'espoir dans les perspectives que CMO nous offre. Merci. Merci. On cède la parole au modérateur. En tout cas, merci pour ces 3 présentations. Effectivement, en écoutant Solide, Amarante et People Input, on se rend bien compte qu'en matière d'innovation, il y a du potentiel. En tout cas, on a des entreprises qui sont à même de développer des solutions pour le bénéfice de nos populations, des solutions qui peuvent être effectivement valorisantes et valorisées. Alors la question, c'est de savoir aujourd'hui, peut-être sans doute, qu'est-ce qui freine le développement de cette innovation. Qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'on a des taux d'occupation si faibles sur les demandes en numérotation au niveau de la RTP. Et peut-être que M. Dial pourra nous donner quelques indications. Mais derrière tout ça, c'est de savoir si, effectivement, avec cette globalisation du numérique auquel nous assistons et qui va continuer sans cesse à se développer, est-ce que nous serons en mesure, au niveau local, à travers nos acteurs, d'occuper les parts de marché qui sont disponibles et qui ne vont pas le rester éternellement, parce que je pense que la concurrence internationale va s'intensifier. Nous allons avoir des opérateurs étrangers qui vont venir sur le marché occuper ces segments-là. Et rappeler aussi que le rôle sans doute de la RTP, qui sera moins celui de la réglementation, mais plus celui de la régulation à ce moment-là, va être un peu plus limité, si je peux dire. Donc effectivement, il appartient aux acteurs aujourd'hui de valoriser cette innovation, d'occuper des parts de marché. Et on a un seul opérateur autour de la table. Je pense que l'opérateur historique, l'opérateur dominant en tout cas sur ce segment-là, comme on a pu le constater, pourra nous dire aujourd'hui également quelles sont les facilitations qu'ils sont en mesure de mettre sur pied pour permettre l'intégration de toutes ces solutions sur leur plateforme. Et voilà, peut-être simplement lui céder la parole 5 minutes avant de passer à certaines questions et réponses qu'on pourra prendre au niveau du public. Voilà, assister à ces différentes présentations, il donne effectivement une visibilité sur... excusez-moi, d'abord Adam Sidibé, je suis responsable de la réglementation nationale. Donc, je me réjouis de cette participation à ce forum d'échange parce que il faut effectivement une grande synergie entre tous les acteurs, les opérateurs, les fournisseurs de services, parce que la finalité, c'est de rapporter une réponse aux populations. Je pense que c'est extrêmement important. Et c'est dans ce cadre-là également, je pense en termes de perspective également, je pense qu'il faut être, je pense, ambitieux et éventuellement poser aussi les problématiques. Je pense qu'il faut au-delà de l'aspect financement, parce que c'est pas évoqué. On a parlé des contraintes. Il faut peut-être effectivement mettre l'accent davantage sur le type de contraintes, les dimensions techniques auxquelles vous êtes confrontés. Il y a l'accompagnement qui est utile. Bon, je pense qu'il y aura d'autres points également qu'on pourra aborder. Alors, en ce qui concerne Sonatel, ce qu'il faut dire à travers notre filiale Sonatel Multimédia également, il y a un certain nombre d'initiatives et de mise à disposition de plateformes qui sont mises à la disposition soit de l'incubateur ou des jeunes développeurs dans le but, effectivement, de participer à la promotion soit de l'écosystème, parce que c'est un aspect extrêmement important. Et je pense que peut-être tout à l'heure, j'ai des collègues qui sont là, qui pourront éventuellement faire une contribution dans ce sens, pour un meilleur partage par rapport à cette problématique. Merci. Au niveau de Sonatel, l'année dernière, nous avions, donc, dans le cadre de l'innovation, organisé 2 événements avec, bien sûr, le support du CETIC. Le premier consistait donc à organiser une sorte de podcamp avec une plateforme qui s'appelle Emergino, donc qui est une plateforme open source, donc low cost, qui permet donc via des logiciels libres, ou en tout cas pas grand-chose, de mettre à disposition de l'écosystème de développeurs des outils qui leur permettent de développer ou de tester des outils qu'ils avaient déjà prêts pour finaliser des produits qui leur permettent soit après en one shot de vendre ça à des opérateurs, à Orange ou à un autre, ou via un revenu sharing de rentabiliser le projet,
Nous, de notre niveau, on se charge soit de les accompagner toujours à faire connaître les produits dans notre région AMEA, en tout cas dans toutes les régions où Orange est présente, ce qui permet donc de signer un partenariat gagnant-gagnant avec ces partenaires, avec ces développeurs ou ces startups. Donc les idées pourront être vulgarisées et source de revenus pour leurs concepteurs. Ça, c'est une plateforme qui est encore toujours chez nous. Le PropCamp va être réitéré cette année. Après cela, on a organisé un autre événement qui s'appelle API Challenge, donc, qui est un peu un prélude à l'ouverture de nos API. Donc, API, c'est donc Application Programming Interface. Donc, ce sont des interfaces de programmation qui permettent à des utilisateurs dans le domaine du web, du SMS, de l'USSD ou du billing, de s'abstenir de se déplacer jusqu'à Orange ou un autre opérateur pour s'inscrire à ces services, mais plutôt à partir de leur interface, d'une interface de leur réseau, d'accéder à des services, de les vendre. Nous, on se charge juste de leur ouvrir le canal, USSD, SMS ou billing. Et après, il y a un sharing des règles qui se fait entre nous. Donc, c'est une véritable révolution dans le domaine du numérique. Et on a organisé un événement l'année dernière qui a abouti à une consécration d'une entreprise qui était jusque-là pas bien connue au niveau du Sénégal. Mais quand il est allé même concourir à Paris, il a remporté le prix AMEA. On compte réitérer aussi cet événement cette année. Et au bout, on va peut-être généraliser l'ouverture des API. Merci. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'il y avait un faible taux de demande par rapport à la numérotation à la RTP, mais je me dis qu'il y a quelque chose qui fait que les gens n'osent pas, ou peut-être s'ils entendent parler de l'expérience qu'Aconi y télécharge, ça peut les décourager. Comment? Parce que tout simplement, les opérateurs ne tiennent pas tellement en compte du fait que des entreprises naissent, et c'est de petites entreprises qui viennent tout juste de démarrer, qui ont du mal à se faire remarquer déjà, problème de visibilité, mais ensuite qu'ils parviennent à obtenir ce numéro-là, un cours qui leur permet donc de proposer leur service au public, mais que les opérateurs eux-mêmes mettent sur la table un pourcentage trop élevé qui va à l'encontre de l'usage même de ce numéro-là. Je me dis qu'on devrait attirer leur attention là-dessus, parce que peu importe l'innovation qu'on propose, par la même occasion, je félicite Ginger, ils ne pourront pas se démarquer, ou ils ne pourront pas faire voir cette innovation-là, parce que tout simplement les services ou les moyens d'accompagnement qui leur permettent d'utiliser ou de promouvoir leurs produits et services, ils ne pourront pas accéder à ces moyens-là. Donc j'attire l'attention des opérateurs par rapport à cela. Merci. Des salaires à payer, il y avait des charges, toutes ces charges-là. Comment vous allez faire pour vous en sortir? Je rebondis sur ce qu'a dit tout de suite ma consoeur, c'était par rapport aux opérateurs. Je dirais toujours les opérateurs sont quelque part, comme on dirait, dans la forêt, quelque part qui ne veulent pas voir des petits prestataires comme People in Boot ou bien des groupes comme ça évoluer. Ils ont toujours tendance, mon ami Gora a présenté tout de suite leur business, mais derrière, ils ne laissent pas les innovations mûrir et exploser. Dans la mesure où, quand on présente le modèle de business sharing, l'expérience que j'ai de ça, c'est qu'à chaque fois, l'opérateur va plus bouffer que celui qui a une idée innovante et qui demain veut se faire voir et grandir demain comme People in Boot veut le faire. Aujourd'hui, votre modèle, il est très bon. Mais d'abord, je ne vois pas demain, vous avez votre plateforme, je suis sûr que ce n'est pas une plateforme sénégalaise dans laquelle vous êtes en train de développer. Et je trouve ça dommage. Et que derrière, il n'y a pas, comme les entreprises comme la Sonatel et autres, ils ont ce qu'on appelle le Customer Social Responsibility, mais ils demandent quand même avoir le Customer Business Responsibility pour essayer de soutenir des petites innovations comme vous
ou bien que c'est essayer de travailler avec vous. Aujourd'hui, ce que je ne vois pas, je trouve ça malheureux, c'est pas une guerre que je jette chez vous, mais je trouve qu'aussi que vous devez quand même penser à soutenir ces petites entreprises qui sont là en train d'innover et demain qui veulent quand même grandir. Et au niveau de la répartition du revenu, essayer d'accepter un peu de prendre la petite part, pas la plus grande part. Merci beaucoup. Oui, allez-y. Bonjour, Moustapha Diop, directeur général de Solid. En fait, je voulais plus en fait mettre le doigt un peu sur les problèmes, les contraintes que nous avons dans le cadre du développement de nos services de manière générale. Alors, il y en a deux qui me semblent assez importants. Un qui interpelle peut-être directement la RTP, c'est que en fait, tous les acteurs doivent être clairement identifiés, comme disait M. Dial tout à l'heure, et leur niveau d'intervention doit être clairement précisé. Dans notre business, pour être rentable et pour faire du business vraiment rentable, on se rend compte que souvent, nécessairement, on a besoin de collaborer avec les opérateurs, qui souvent se positionnent aussi, malheureusement, pratiquement en SDA. Parce que créer derrière des structures de business, quelque chose qui permettent en même temps de faire du service à valeur ajoutée et d'être opérateur. Quelque part, ils ne paient pas, bien sûr, le transport que nous payons, nous les SDA. Donc, quelque part, j'interpelle vraiment le régulateur pour voir dans quelle mesure on peut laisser la place réelle à ces innovateurs, à ces petites PME qui se battent pour créer vraiment de l'emploi, qui créent de nouveaux services. Et à mon avis, il y a une réglementation quelque part à faire pour permettre justement que ces PME vivent et se développent. Un deuxième aspect qui est une contrainte un peu dans le business qu'on a, c'est le revenu sharing. Nous avons eu à mener une grosse bataille il y a un an sur justement un changement de revenu sharing comme ça brusque. On met tout un modèle, un business model autour d'un service qu'on propose aux clients finaux, et on se retrouve un beau jour, l'opérateur qui dit voilà, les règles du jeu vont changer. Aujourd'hui ce sera 90% que je prends, demain on est vraiment fragilisé lorsqu'il y a des structures qui ne vivent et qui ne font que du service à valeur ajoutée. C'est vraiment un risque très fort. Quelque part, j'invite vraiment qu'on puisse trouver un consensus. Je l'ai vu à travers en fait la présentation que la RTP faisait, qui appelle à ce que les opérateurs puissent ensemble avoir un modèle de revenu sharing le même, qu'on s'entende là-dessus et qu'on sache là où on va, qu'on soit sûr que bon, quand on fait un autre business plan, on est sûr qu'on ne va pas se retrouver le lendemain à avoir à changer complètement au niveau du revenu sharing. Voilà deux points qui, moi, en tout cas, en tant que chef d'entreprise sur le SVA, me posent problème dans le cadre de mon activité. Et j'appelle beaucoup à ce qu'on puisse trouver des solutions là-dessus. Et pour finir, en fait, pour développer un peu sur ce dernier point que je posais, même la notion de revenu sharing, discutable. Parce qu'en fait, nous créons un service qui développe l'activité de l'opérateur, sans que l'opérateur n'ait réellement une valeur ajoutée là-dessus. On utilise encore son SMS, qui transportera de la même manière, comme si c'était un user quelconque qui envoie cet SMS. Mais par contre, il prend encore sur le service que nous avons à développer là-dessus. Donc, même ces notions de revenu sharing sur certains services, je ne dis pas tous les services, hein, je ne dis pas tous les services, mais sur un certain nombre de services, elle ne se justifie même pas. Alors quand l'opérateur a la possibilité, le loisir de changer le revenu en plus comme il veut, c'est difficile pour nous. Et je pense que nous devons créer de la valeur ajoutée, nous devons créer de l'emploi, nous devons maintenir cet emploi, et je pense que cela, régulant ça nous permettrait d'y voir un peu clair. Merci beaucoup. Bonjour à tous, Doudou Sarr de GSI Technologies. Point à soulever. Et déjà l'essentiel a été dit par mes collègues, donc fournisseurs de SVA. Bon. Un point que j'aimerais aborder est celui relatif au délai donc, de mise en place de services. Donc, on l'a abordé plusieurs fois ce matin. Mais c'est important donc, dans le secteur dans lequel on évolue qu'on ait de la réactivité du côté des opérateurs. Il arrive qu'on ait un service à proposer avec une très forte demande de partenaires, mais que du fait de l'inexistence, par exemple, d'offres adaptées du côté des opérateurs
à ces services-là qu'on veut mettre en place, qu'on perd beaucoup de temps, donc de sorte à finalement perdre le business qu'on voulait mettre en place. Donc sur ce point, j'aimerais donc vraiment interpeller les opérateurs pour qu'on ait plus de réactivité par rapport à cela. C'est une pierre que je jette pour les opérateurs, mais une toute petite pierre, hein, qui ne va pas faire très mal. Bon, ce sont nos grands frères, donc on est obligé de les interpeller. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est relatif au changement. Donc, M. Diop de Solide l'a abordé tout à l'heure. Il faut savoir que le secteur dans lequel on évolue est une chaîne où il y a beaucoup d'acteurs qui sont soudés pour mettre en place un service. Donc, on a par exemple le fournisseur qui a l'infrastructure technique, on a les supports médias qui font la com, on a le propriétaire du service des fois qui n'est pas le fournisseur. Donc tout cela se met en joint venture pour mettre en place un service. Donc si demain on change le schéma économique qui existe, c'est tout cela qui est remis en cause. Et je pense qu'il fut un temps où on a assisté à la disparition de beaucoup de fournisseurs de services, donc qui était dû à cela. J'aimerais bien qu'on convie, donc ça s'est fait, ça se fait très souvent, donc que les opérateurs convient davantage, ils consultent davantage les fournisseurs de contenu avant d'appliquer certaines mesures qui, à la limite, peuvent s'avérer fatales pour nous autres fournisseurs de contenu. D'accord. Alors, par rapport toujours aux offres de services, j'aimerais poser une question aux opérateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, donc je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a abordé tout à l'heure, est-ce qu'il serait possible de mettre en place un fonds, tout simplement de soutien aux fournisseurs de contenu qui viennent de démarrer, pour les aider à un peu lancer leurs activités, en quoi faisant, en les finançant, tout simplement, en leur ouvrant leurs infrastructures techniques, pour un peu les aider à décoller, et puis les accompagner dans le futur. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Ousmane Gaye de la RTP. Je suis satisfait des présentations qui ont été faites ce matin, mais j'ai l'impression qu'on a manqué une chose préalable, c'est-à-dire la présentation des contraintes qui se posent réellement aux fournisseurs des services à valeur ajoutée. C'est vrai, c'est des success stories, mais derrière ces success stories-là, combien de fournisseurs ont mordu la poussière? On ne sait pas. Pourquoi ces fournisseurs ont mordu la poussière? La RTP a fait une première présentation sur des contraintes, et des contraintes du point de vue du régulateur par rapport à ses missions. Il appartient aux fournisseurs, je pense, de nous aider à mieux comprendre l'activité, à mieux identifier les problématiques. Je me dis que toutes les structures-là qui sont autour des services à valeur ajoutée sont des PME. Les PME, traditionnellement, rencontrent des contraintes d'accès au marché financier, au marché tout court. Parce que moi qui suis là, je découvre certains services. Peut-être que dans votre manière de faire, vous devez aussi promouvoir vos services innovants d'une autre manière. Ces services sont peut-être mal connus, peut-être c'est aussi volontaire. Vous vous adressez à une certaine cible donnée et vous arrivez à toucher votre cible sans faire de publicité. C'est des problématiques qui sont importantes, mais qui méritent d'être mises sur la table pour que chacun puisse identifier les différentes problématiques. À mon avis, l'approche ne consiste pas à interpeller un opérateur, parce qu'un opérateur est un acteur comme vous sur le marché. Mais si vous posez vos contraintes de manière peut-être beaucoup plus large, je pense qu'au début de l'intervention, Dial a dit qu'il y a dans l'écosystème, il y a plusieurs acteurs. Et chaque acteur a une mission. Peut-être que les problématiques que vous soulevez et que vous interpellez les opérateurs ne s'adressent justement pas à ces opérateurs-là, mais s'adressent à un autre acteur institutionnel ou non de l'écosystème. Donc je pense que ce n'est peut-être pas très tard. Il appartient aux fournisseurs de bien identifier toutes les contraintes auxquelles ils font face. Et par rapport à ces contraintes-là, je pense que dans la réflexion, dans les différentes contributions, on pourra avoir des pistes de solutions. C'est une contribution que je voulais faire par rapport à ce que je viens d'entendre. Je vous remercie.
On va prendre la dernière question et puis comme ça on pourra avoir quelques réponses. Très bien. En fait, dans la même lancée que Ousmane vient de préciser, c'est plus une contribution. Une contribution comme un acteur aujourd'hui des SVA au même titre que Solid et toutes les structures qui ont été présentées aujourd'hui. D'abord, parce qu'il faut quand même, aujourd'hui, notons qu'à chaque fois qu'on a appelé les opérateurs à la table de discussion, ils sont quand même venus. Rendons-leur en fait cet hommage-là, parce que c'est toujours bien d'avoir un interlocuteur pour discuter, et on aurait aimé que tous les opérateurs soient là, autour de cette table pour qu'on puisse échanger. La vision que les fournisseurs de services à valeur ajoutée ont du business aujourd'hui et des opérateurs, ce n'est vraiment pas une vision conflictuelle. On se parle entre nous, entre acteurs, ce sont des cadres de concertation qui font qu'on échange sur des idées, de manière à pouvoir arriver à des résultats, mais loin de nous, loin des fournisseurs SVA, l'idée d'affronter les opérateurs dans un débat conflictuel parce qu'il est complètement stérile et ne va pas dans le sens du développement de nos business respectifs. Ce qui nous intéresse par contre, et l'objectif de ce panel, si j'ai bien compris, c'était les freins à l'innovation et la valorisation de l'innovation. Deux aspects complètement différents. Au Sénégal, on a tendance à ne pas assez valoriser nos innovateurs, à ne pas valoriser nos entrepreneurs qui sortent des tranchées pour créer de nouvelles choses. Lorsqu'on a démarré les SVA en 2005, la structure et le profil des entreprises qui existaient aujourd'hui a complètement changé. Au début, il suffisait d'avoir une plateforme SMS et de pouvoir se connecter à un numéro court pour pouvoir commencer à travailler. Aujourd'hui, quand on regarde le niveau de complexité des solutions des entreprises qui ont été présentées ici ce matin, montre que le profil des SVA est en train de changer. Et ça aussi, c'est un appel du côté des SVA. Ça veut dire qu'aujourd'hui, soyons dans cette logique de maturité. On ne peut pas, en 2014-2015, prévaloir au même niveau de service qu'on avait il y a 10 ans, en 2001 ou en 2002. Tout simplement parce que le marché, la consommation a évolué. Les entreprises qu'on a essayé de panéliser aujourd'hui, c'est des entreprises qui sont en train de se diversifier. Et cette diversification-là, elle est nécessaire en collaboration avec les opérateurs. Cette collaboration-là, pour nous, elle est essentielle. Aujourd'hui, l'ensemble des métiers présentés ici passent par un schéma unique qui est la connectivité opérateur. Pour vendre du crédit téléphonique, Amarante a besoin de se connecter aux opérateurs télécoms. Pour faire une application de voix sur IP, Public a besoin d'utiliser des ressources Internet des opérateurs. Solid a besoin aujourd'hui d'utiliser l'infrastructure technique télécom des opérateurs. Donc les opérateurs, le message qu'on a, si on doit vraiment l'aborder dans un autre sens, c'est donnez-nous de la visibilité sur votre stratégie concernant les métiers SVA. On a entendu ce qu'Orange a fait au niveau des API Challenge et au niveau de l'innovation, c'est très bien, mais pour nous ça reste encore symptomatique. Ce qu'on voudrait avoir, c'est votre politique sur la voix sur IP. Qu'est-ce que vous en pensez? Où est-ce que vous allez par rapport à ça? Est-ce que demain on peut se permettre d'avoir plusieurs applications comme celle-ci et de penser à faire autre chose? Est-ce que vous allez ouvrir? Est-ce que c'est des choses que vous accueillez en termes de modèle économique? On parle à Orange, on parle à l'ensemble des acteurs, on parle à Tigo et à Expresso, on parle à l'ARTP. On aurait bien aimé aussi avoir plus de visibilité sur les politiques de distribution. La politique de distribution des opérateurs, la politique de distribution des opérateurs télécoms est un élément sensible par rapport à la structuration du marché. On a connu l'avènement des télécentres, on a connu le développement du prépayé. Aujourd'hui, on a de nouvelles formes de distribution numérique qui sont en train d'être créées. Qu'est-ce que vous en pensez? Où est-ce que vous allez? Et quand on vous pose ces questions-là, c'est vraiment parce qu'on est ensemble dans le même écosystème. Et le fait d'anticiper sur vos stratégies nous permettra de développer de nouvelles innovations. Parce que ce dont il est question ici, c'est vraiment la difficulté à innover dans nos environnements. C'est une difficulté financière, on n'en a pas parlé essentiellement, mais l'accès au financement est un problème pour les nouvelles technologies. C'est une difficulté sur les process. Aujourd'hui, quand vous touchez à l'innovation, vous touchez à des secteurs établis. Dès que vous êtes en train d'innover, vous remettez en cause le positionnement d'un acteur, qu'il soit opérateur télécom ou distributeur de crédit téléphonique. Quand vous allez dans ce sens-là, il y a des freins, et on aimerait bien que l'opérateur nous partage un peu, avec les fournisseurs SVA, sa vision sur l'innovation. Est-ce que vous pensez que dans l'écosystème qu'on est en train de créer ensemble, il y a un rôle majeur pour les SVA dans l'innovation? Merci. J'allais rester sans trop intervenir par rapport à la thématique, parce que simplement, quelque part, le ministère n'est pas peut-être trop interpellé, mais sinon, quand j'entends les uns et les autres, je me rends compte qu'il y a un problème peut-être de cadre de concertation ou bien de communication. Parce que ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, les fournisseurs ou bien les développeurs de contenu ont vraiment de la matière, ont vraiment quelque chose sur la planche. Les opérateurs devaient normalement être vraiment
collaboratifs et demandeurs, je veux dire, d'applications ou bien de services. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a comme si on disait, il y a un chaînon manquant. Comment se fait-il que dans un contexte aussi, je veux dire, propice, parce qu'il y a vraiment, l'Afrique est très riche en matière de contenu, de développement de contenu. Quand je prends par exemple la religion, on a une communauté ou bien un pays fortement orienté vers la religion. Il y a tellement de contenu religieux qu'on veut développer et ma foi, on ne voit pas vraiment je veux dire, le lien entre ces développeurs et ces opérateurs. D'autant plus qu'on est dans un cadre où on peut vraiment on peut valoriser beaucoup de services. Ça, moi, je crois qu'il y a lieu aujourd'hui, de toute façon, le ministère vraiment peut prendre cette initiative de créer un cadre de concertation où, avec une démarche inclusive, tous les acteurs vont se concerter et voir dans quelle mesure on peut quand même développer, je veux dire, les échanges et aussi développer vraiment une politique orientée vers l'emploi des jeunes. Parce qu'il y a de l'initiative, il y a des opportunités, mais pourquoi ça ne marche pas? Il y a un problème. Je crois que la communication manque un peu. C'est seulement cet aspect-là que je voulais souligner. Et merci. Je pense que le forum, il est là, il trouve sa raison dans les échanges vraiment très riches qu'on vient de voir ce matin. Et vraiment, à mi-chemin, l'ARTP a presque atteint ses objectifs. Donc c'est ce genre d'échange qu'on voudrait avec vous. Et il faudrait aussi que vous sachiez que le développement, le progrès se construit avec vous, mais d'abord par vous. C'est-à-dire, je pense, les professionnels qui doivent faire en sorte que l'écosystème change. J'ai eu un échange ce matin avec M. Khan où je lui disais que ce n'est pas à l'ARTP de faire avancer les choses, mais c'est à vous, professionnels, de faire. Et ils le font très bien parce que quand on connaît le contexte dans lequel s'exerçait le métier de fournisseur SVA avant, et aujourd'hui, il y a eu quand même des progrès. J'invite d'ailleurs l'ensemble des professionnels qui sont ici présents dans la salle à bien regarder les lignes directrices qui ont été édictées par le collège de l'ARTP et qui changent d'une certaine manière les conditions d'interconnexion entre fournisseurs et opérateurs. Et d'ailleurs, la notion d'opérateur, si vous le savez déjà, a beaucoup évolué entre les codes de 2002 et celui de 2010. Donc, aujourd'hui, vraiment, nous sommes devant un développement qui est très, très enrichissant. Le revenu sharing, l'identification des acteurs. Je pense que nous avons aujourd'hui besoin de valoriser ce qui se fait dans notre pays en termes d'innovation. Ça, nous le comprenons, les autorités le comprennent. Mais pour reprendre un peu comme mon ami Hachim du ministère, il y a quelque chose qui manque, qui fait que, bon, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, nous ferons de notre possible en tant que régulateur, et je pense aussi que l'autorité gouvernementale a bien noté, nous ferons en sorte que l'extraordinaire production d'idées au Sénégal trouve en tout cas une traduction, en tout cas dans le développement des services à valeur ajoutée. Bon, je pense que la différence entre les États-Unis et le Sénégal, c'est que quand quelqu'un comme le créateur de Google, je ne sais pas comment il s'appelle, il se met en basket et en chemise, il vient avec son idée, il trouve un banquier qui finance son activité, mais les idées qu'on entend là ce matin ne trouvent pas non plus, en tout cas au niveau banque, au niveau financement, quelqu'un qui puisse en tout cas pousser cette idée-là à devenir ce qu'on a vu, Google, Facebook, tout cela. Ce sont des idées qui sont parties de rien. Ce ne sont pas des opérateurs de réseau. Mais aujourd'hui, on a vu à quoi ça aboutit. Donc, je suis monsieur Diop de Solide, je suis parfaitement enthousiaste aujourd'hui avec ce que vous faites. Je voudrais aussi, au nom de l'ARTP, vous dire combien nous sommes disposés à travailler
à faire évoluer les choses dans le sens de faire en tout cas prospérer le secteur des télécommunications et des services à valeur ajoutée. Je vous remercie. Merci, M. Diallo. C'est à Ginger, enfin à People Input plutôt, concernant le modèle économique ainsi que sa viabilité. J'ai noté également l'intervention de M. Diop qui parlait un peu de la concurrence entre guillemets des opérateurs, sur effectivement les difficultés qui sont liées au revenu sharing. En fait, tout ça nous ramène un peu à la question de la valorisation de cette innovation en quelque sorte. Donc, il y a une question également qui ne m'a pas échappé et qui plutôt à mon sens aurait dû avoir une réponse de peut-être M. Dial. C'est celui finalement des changements du règle de jeu entre les accords qu'il y a entre opérateurs, on va dire, et certains services à valeur ajoutée en cours de route. À ce titre, j'aimerais juste dire que dans des cas comme celui-là, il est possible de saisir la RTP qui pourra effectivement apporter une solution à l'amiable entre les différentes parties. Mais donc, voilà, M. Dial m'a dit d'insister là-dessus, donc j'insiste là-dessus. Effectivement, dans nos missions, nous avons la possibilité d'intervenir dans ce genre de choses et donc on sera disposé à le faire. J'aimerais donner la parole à People Input pour nous apporter quelques éléments de réponse, ainsi qu'à l'unique opérateur que nous avons autour de la table, pour effectivement nous apporter quelques éléments de réponse. Merci. Félicitations pour Ginger. Et je vais d'abord répondre à un aspect que monsieur tout à l'heure a soulevé. J'ai pas bien compris quand vous disiez que Ginger n'est pas panafricain, quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez un esprit panafricaniste, oui, en disant qu'il y a WhatsApp qui a été fait par les Américains, Viber par les autres. Vous voulez créer un produit purement panafricain, Ginger, mais aussi il faut voir l'aspect purement modèle économique. Comment vous êtes aidé, comment vous faites payer vous-même le modèle économique. J'avais mal compris. D'accord. Ok, donc pour petit rappel, je crois que vous connaissez tous WhatsApp ici. WhatsApp a été récemment racheté par Facebook à une bagatelle de 22 milliards au total. WhatsApp ne fait pas d'argent. Alors d'aujourd'hui, WhatsApp ont fait des pertes. Si vous regardez leur économie depuis qu'ils ont été créés, chaque année ils font des pertes. Donc si vous me demandez le modèle économique de Ginger, aujourd'hui on n'est pas dans une optique de faire du revenu sur le court terme en tout cas. On est en train de réfléchir actuellement sur des services à mettre en place qui pourront répondre à ce modèle économique dont vous parlez, qui vont créer des revenus pour Ginger. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ce que nous cherchons c'est la communauté. Et on part dans ce sens de communauté africaine. Donc rassembler les gens autour de cette application, qui l'utilisent selon les différents besoins qu'ils ont, les fonctionnalités qui sont présentes dans Ginger, pouvoir l'utiliser par rapport à ça, et à travers cette communauté, pouvoir leur proposer en tout cas des services qui vont répondre en tout cas à leurs attentes, tout un chacun par rapport à des problématiques qu'on aura identifiées sur le marché. Donc pour le rappeler aussi, comme je le disais, Ginger c'est un produit du lab de People Input. Donc nous travaillons, il y a une équipe qui est derrière qui travaille sur des produits, que ce soit qui seront intégrés à Ginger World, Ginger, qui sont appelés à être lancés sur le marché, qui répondront à des besoins, en tout cas spécifiques de notre cible qui est africaine. Donc pour le modèle économique actuellement, il n'est pas établi, mais nous sommes en train de travailler là-dessus, de réfléchir à des services à mettre en place pour en tout cas gagner ces revenus-là. Donc j'ai pris le cas tout simplement de WhatsApp, qui fait actuellement qui fait pas d'argent, et pour d'autres applications du même type. Prenez Viber. Viber, quand ils ont été créés aussi, pendant peut-être 2 ans, ils ne faisaient pas de chiffres. C'est depuis qu'ils ont créé les stickers et qu'ils ont commencé à les commercialiser qu'ils ont commencé à faire du chiffre. Ça représente 80% de leur chiffre d'affaires aujourd'hui. Si vous prenez Line, qui est au Japon, c'est pareil. Les stickers, ils les ont déclinés même sous forme physique à travers des nounours et autres. Ça marche bien au Japon, ce genre de choses. Ça représente aussi plus de 80% de leur revenu, pardon. Donc ce sont des choses comme ça en fait. Il faut que nous puissions, nous sommes en train, comme je le dis, de réfléchir là-dessus, de trouver les bons services en tout cas
à mettre en place, parce qu'on ne peut pas faire du copier-coller. Ça ne fonctionne pas, en tout cas pour notre marché. Il faut qu'on trouve les bons services qui correspondront à notre communauté, la future communauté Ginger, et les proposer à partir de là, trouver ces revenus-là. Alors, je pense qu'effectivement, qu'on évoque un peu le parcours de l'entrepreneur digital et justement, pour la NERF, il y a un peu des aspects qui devaient être évoqués par rapport à cet aspect. Alors, c'était juste pour revenir sur le deuxième point que j'avais annoncé et que je ne me suis pas trop avancé dessus pour laisser le temps à mes camarades de présenter leur solution, c'est les problèmes. On a parlé de modèle économique et je pense que c'est le frein, le principal blocage de l'innovation. Il y aura comme deuxième point ce que je vais appeler, c'est la législation. Qui dit innovation dit forcément quelque chose de nouveau. Et en général, quand il y a de l'innovation, les acteurs ne sont pas prêts. Aussi bien que ça peut être la RTP, les banques, etc. Les différents acteurs peuvent ne pas être préparés à cette innovation, puisque c'est quelque chose de nouveau. La loi ne l'a pas prévu, les réglementations n'ont pas prévu. Donc, soit on va à l'avance, mettre en place cette innovation pour voir comment le marché réagit, comment les acteurs réagissent. Des fois, ils réagissent bien à notre avantage. Des fois, c'est des sanctions, c'est des redressements, c'est plein de nouvelles lois qui tombent du ciel et qui souvent sont proposées sans se concerter avec les acteurs. Donc ça, c'est un principal frein, le retard que la législation a sur les innovations. Surtout en matière technologique, ça bouge tellement que les acteurs ne suivent pas. Surtout au niveau de la réglementation et de la législation, ils ne suivent pas, puisqu'ils ne sont même pas au courant des innovations. C'est de nouvelles idées qui mettent en pratique des aspects qui sont inconnus, c'est des inventions à la limite, donc c'est normal qu'ils ne suivent pas. Mais ce qu'on leur reproche, c'est qu'ils ne réunissent pas autour d'une table les différents acteurs, y compris ceux qui sont à l'origine de ces innovations, pour discuter, mettre en place les lois, corriger les lois, etc. Le deuxième problème, c'est le modèle économique. Vous mettez en place une solution comme cela, ça ne marchera que si vous gagnez de l'argent. Je corrige, ça ne marchera que si tous les acteurs gagnent de l'argent. Si vous prenez notre exemple avec Foraner, si le petit commerçant, pardonnez-moi du terme petit, si le commerçant ne s'y retrouve pas, il n'arrive pas à avoir une épargne sûre, il n'a pas le crédit qu'on lui a promis, et par rapport aux frais qu'on lui prend, il ne s'en sort pas, il va arrêter. Le jour où l'opérateur vient se demander la collecte, il va dire bon, Khalis Amoul, parce que votre histoire là, je mets mon argent, je ne me retrouve pas. Si le premier cas voit que c'est trop risqué, l'épargne n'est pas suffisante par rapport aux frais qui ont été avant engagés, etc., le premier cas va nous dire Solide, votre système il est bien beau, mais moi ça ne m'arrange pas, ça me coûte plus que ce que je gagne. Solide, pareil aussi, si avec les investissements qu'on a effectués, le temps de développement et tout cela, on ne s'y retrouve pas, le projet va capoter. Donc si on va entendre la vérité, le problème c'est que s'il n'y a pas un modèle économique viable, ça ne marchera pas. Même pour Ginger, ils ne le disent pas, mais une application qui est utilisée partout dans le monde avec des milliers d'utilisateurs, même sans rien vendre, c'est une valeur. On peut revendre, on peut mettre la publicité, etc. etc. C'est une valeur. Maintenant, est-ce qu'ils vont tenir jusqu'à ce que cette valorisation puisse se faire? C'est ça le problème. Mais par rapport au marché sénégalais, le problème qu'on a, c'est que les gens ne se sont pas rendus compte qu'il y a eu une transition entre ce qu'on appelait SBA et ce qu'il y a aujourd'hui. Nous, Solide, par exemple, on est solution informatique durable, on est prestataire informatique. On ne faisait pas d'SBA dans le sens de vendre des sonneries ou bien de télécharger, de faire du jeu. Notre métier, c'est l'informatique. Et on travaille avec les structures de la place, les banques, les différentes organisations qui utilisent l'informatique pour les accompagner à améliorer le système d'information. Au même titre qu'on utilise Internet, c'est au même titre qu'on va utiliser le SMS, le USSD et les autres supports de communication. C'est des supports de communication pour nous. On a été surpris, grande a été notre surprise, de voir que si tu ne passes pas par Internet et que tu passes par SMS, l'opérateur il prend un pourcentage sur ton business, sur le service que tu mets en place. Le SMS que l'opérateur fait transiter par son système coûte la même chose à son niveau que le SMS pour faire le jeu vidéo, le jeu SMS ou bien la sonnerie ou bien le SMS banking. C'est la même chose pour lui. Qu'est-ce qui justifie qu'il prenne un pourcentage de surcroît non négociable, qu'il a la volonté et la possibilité de modifier à tout vent sans que personne ne puisse intervenir pour dire, réguler, pour dire, écoutez, vous ne pouvez pas passer 50%. Aujourd'hui, Orange, Tigo et les autres, ils peuvent nous convoquer et nous dire, écoutez, on part à 99%, vous prenez 1%. Aucune discussion, aucune régulation, aucune loi. Alors nous, en tant que fournisseurs d'SBA, ce qu'on fait,
On a un projet comme cela, le PAMECAS nous appelle, la CBA ou n'importe qui nous appelle pour mettre en place un système au profit des populations. Nous tous, nous serons intéressés par le modèle économique. Si on passe par le SMS, les opérateurs ils vont prendre 90%, on laisse tomber. Si c'est le seul support de communication qui existe pour que cette solution soit mise en place, on laisse tomber parce que le modèle économique n'est pas viable. Imaginez Orange ou Tigo ou autre, pour ne pas les citer, qui se mettent à faire une carte bancaire Visa. Tout le monde connaît les cartes bancaires Visa. On passe par l'Internet, ou les supports de communication en tout cas. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les opérateurs ont compris que leur vie est menacée. Au rythme où ils se font la concurrence, les tarifs au niveau télécom pur, ça ne les maintient pas en vie. Ils vont changer de métier, ils deviennent des banques. On ne va pas trop discuter du SMS, il va bientôt mourir. Mais le prochain débat, c'est la monnaie électronique. Au lieu que les banques produisent de la monnaie électronique en collaboration avec les opérateurs pour le support télécom et les fournisseurs informatiques pour la technicité, non, c'est l'opérateur qui devient banque, fournisseur de services à valeur ajoutée et opérateur. Il maintient le monopole, il impose ses tarifs. Si vous voulez entendre la réalité, le problème, c'est un manque de régulation et de contrôle sur cela et le monopole que les opérateurs ont sur le marché. Merci. Parfait. En tout cas, la dernière intervention a été très bien entendue. Effectivement, ça pose la question de la régulation. In fine, ça nous ramène à tout cela. Moi, ce que je retiens en tout cas de ma courte expérience en matière de régulation, c'est qu'on assiste de manière inexorable à un changement de métier au niveau des opérateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, la voie n'est plus si porteuse que ça pour l'ensemble des opérateurs. Et on les voit migrer, on les voit petit à petit migrer et à devenir non plus uniquement des transporteurs, mais également des fournisseurs de services à valeur ajoutée, parce que c'est tout simplement rentable. Et ça complexifie parce qu'en fait, en matière de régulation, on est obligé à chaque fois de s'adapter à un marché nouveau, à des acteurs nouveaux et à une réglementation qui évolue effectivement sans cesse. Et sur certains aspects, Anna l'a rappelé d'ailleurs, c'est-à-dire qu'au début, il y avait une liste de services à valeur ajoutée qui était arrêtée dans le code de 2001, dans le code 2011. On a fait abstraction de cette limite, de cette liste, parce que on ne pouvait pas, en matière d'innovation, sur ce secteur-là, cantonner les gens à un registre, et on assiste à une forme de dérégulation. C'est-à-dire qu'on ne veut plus réguler cet aspect des choses, on laisse la part belle à l'innovation, et au fur et à mesure, maintenant, il appartiendra certainement à l'autorité, en la matière, le ministère, de fixer un cadre réglementaire plus approprié. Il y a dans les contraintes, effectivement, c'est pas le sujet du débat, il s'agit moins d'aborder les contraintes que plutôt de voir quels sont les aspects qu'il y a à mettre en avant en matière de valorisation de cette innovation-là. Mais on ne peut pas passer également sous silence certaines difficultés que les acteurs rencontrent. On a parlé des délais de mise en œuvre qui peuvent parfois poser un problème. On a parlé de difficultés en matière de revenu sharing, etc. Ce qui importe, c'est tout simplement de faire un constat, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de la part des populations. On a des acteurs qui ont un savoir-faire, ou en tout cas un génie pour proposer des solutions, et qu'il y a nécessité quelque part de faire un link entre les opérateurs, qui sont en définitive les transporteurs, et puis tout ce contenu qui est utile à nos populations aujourd'hui. Par rapport à ce contenu-là, il a été question à un moment donné d'un fonds d'appui ou d'un fonds d'aide ou quelque chose qui pourrait en tout cas aider le secteur à démarrer. Et je retiens que, d'ailleurs, un des acteurs, en tout cas de ces services à valeur ajoutée, qui aurait dû être dans la salle, je ne sais pas s'ils ont été invités, c'est aujourd'hui le monde audiovisuel, qui est également en pleine mutation, au même titre que celui du secteur des télécommunications. D'ailleurs, il n'y a plus de barrière entre les télécoms et l'audiovisuel aujourd'hui. Mais avec le passage au numérique, effectivement, on va avoir
un gros acteur arriver et qui va effectivement soit proposer des services à valeur ajoutée ou en tout cas héberger des services à valeur ajoutée au même titre que les transporteurs que sont le canal des télécoms. Donc effectivement, c'est un secteur qui va continuellement bouger et sur lequel il va falloir s'adapter énormément. Et en matière de contenu, en tout cas, je pense que M. Dia, sans doute, avec sa direction, ne serait pas contre l'idée d'avoir un fonds pour aider le secteur. Et sans trop m'avancer, au collège, nous serions favorables en tout cas d'appuyer une telle initiative pour accompagner le secteur et leur permettre en tout cas de développer des contenus qui puissent répondre aux préoccupations ou aux besoins de nos populations. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qu'on pourrait encore se poser et pour lesquelles on pourrait en tout cas tenter de chercher des solutions. Mais je note que M. Dia, Nama et l'ensemble de l'équipe de la RTP en tout cas est très disponible et très disposé à ouvrir des discussions ou à en tout cas poursuivre ces discussions pour essayer de trouver des solutions pour permettre d'insuffler un meilleur dynamisme dans le secteur. Et c'est sur ces notes d'espoir en tout cas que j'aimerais clôturer et dire que voilà, il nous reste sans doute beaucoup de choses à faire en matière de régulation. En nous accompagnant de nos amis opérateurs, nous pourrions trouver des solutions pour permettre à ce secteur de développer encore davantage son innovation et de répondre aux besoins qui sont ceux du marché et de la population. Je vous remercie. C'est qu'en fait, avec l'innovation, je pense que tous les acteurs ont, disons, l'impérieuse nécessité de se remettre en question continuellement parce que les secteurs évoluent. Les métiers changent également. Alors, dans le domaine des SVA, il faut savoir quand même que c'est un domaine assez vaste. Si les opérateurs au début n'étaient pas présents, je pense qu'il y aurait eu quand même beaucoup plus de difficultés. C'est la raison pour laquelle il y a la place pour tout le monde et on insiste sur ce point-là. Nous ne pouvons pas, en tant qu'opérateurs, être présents partout parce que notre rôle, et nous avons quand même prouvé, en participant de façon substantielle à la mise en place des incubateurs, en mettant en place des plateformes, pour éventuellement développer ce secteur. Il y a la place pour tout le monde et on invite effectivement ce type d'initiative parce que vraiment que nous saluons parce qu'il y a effectivement pas mal de start-up et des jeunes développeurs qui sont là, qui essaient de travailler tant bien que mal, mais notre rôle est de les appuyer. C'est extrêmement important, mais le rôle aussi des autres acteurs aussi est important. C'est dommage parce que je pense que dans ce genre de forum, il est quand même important d'inviter les banquiers qui viennent, écouter les gens. Parce que ça peut aussi quand même créer un déclic. Il y a aussi le secteur bancaire qui est aussi intéressé. Parce qu'il ne faut pas oublier également qu'en Afrique, notamment au Sénégal, le taux de bancarisation est très faible. Avec les taux, les frais d'accès pour avoir un compte, etc. Et ça coûte excessivement cher. Donc, l'alternative, c'est quoi? Je pense qu'on doit quand même féliciter les opérateurs à investir ce secteur pour pouvoir améliorer le taux de bancarisation. Je pense que quand même ça, c'est révélateur. Et ensuite, moi, je me félicite en fait des différents PME qui évoluent dans ce secteur et qui font preuve d'innovation, qui ont accompagné quand même des banques pour pouvoir avoir des solutions qui répondent à des attentes. Quand même, il faut quand même le saluer. C'est là où je ferai une transition par rapport à la valorisation des fournisseurs de services. Je pense que nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, on a essayé quand même de faire quelque chose. C'est vrai qu'il faut l'améliorer. On demande aussi à deux acteurs de s'investir dans ces créneaux. Et on a même, comme le disait mon collègue tout à l'heure, permis à un fournisseur start-up sénégalais d'être publicité au niveau de la zone OMEA. AMIRA, c'est quoi? C'est la zone Afrique, Moyen-Orient, Extrême-Orient. Donc il a une visibilité au niveau international. Et demain, c'est quand même quelqu'un qui pourrait éventuellement monnayer ses talents ailleurs. Je crois que ça, c'est quand même important. Alors, je voudrais aussi ajouter, c'est que par rapport au revenu chéri, on a évoqué ce point, et il me plaît quand même de préciser qu'au Sénégal, et je pense en Afrique ou un peu au niveau international, on avait nous proposé un revenu sharing qui permettait d'allouer 90% des ressources aux fournisseurs et Sonatel ne garde que 10%. Ça, je ne pense pas, quelqu'un peut-être me donner une réponse, je ne trouve pas ce type de revenu sharing ailleurs. Nous avons eu, n'est-ce pas, la volonté de le faire, c'était pour promouvoir le développement des services à valeur ajoutée. On l'a fait pendant plusieurs années. À un moment donné, quand on a fait le bilan, on se trouvait qu'il y a un problème. Il fallait quand même faire un bilan, voir un peu les points, les leviers sur lesquels il fallait quand même améliorer, d'autant plus que l'évolution, n'est-ce pas, de cette activité a nécessité beaucoup d'investissement.
Je crois que c'est quand même important de le souligner. C'est la raison pour laquelle nous avons effectivement fait évoluer le revenu sharing, mais à un niveau quand même encore acceptable. Je pense qu'on est après plusieurs discussions. Je pense que lorsque Sonatel avait émis le souhait de faire modifier, il y a eu plusieurs rencontres, je pense qu'il y a eu plusieurs témoins qui sont là. Il y a eu des discussions jusqu'à ce qu'ils aboutissent à un revenu sharing, n'est-ce pas, acceptable par toutes les parties. Et je pense que le cadre d'échange qui nous est proposé aujourd'hui est effectivement une occasion, mais au-delà de ce cadre d'échange, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un secteur d'innovation. Qui dit innovation aussi dit projet parfois aussi confidentiel. Donc il revient à chaque acteur d'avoir une démarche proactive, de discuter avec les opérateurs en fonction maintenant, n'est-ce pas, du potentiel. Il y a aussi éventuellement des possibilités d'évolution, de négociation sur le revenu sharing. Ça aussi, je pense que c'est quand même un point important parce que l'opérateur qui voit derrière son trafic augmenter, il a tout intérêt à contribuer. Il y a un autre aspect que je veux soulever, parce qu'on a parlé de modèle économique. Mais c'est un modèle également qui est remis en question. Je pense qu'il faut aussi quand même comprendre que les choses évoluent. Les services à valeur ajoutée, comme on l'a dit, constituent quand même un ensemble de services qui s'appuient sur des supports. On a parlé des différents types de supports. Mais il faut savoir également derrière, qui dit service à valeur ajoutée dit aussi, normalement aussi, doit aussi être associé à des contraintes de qualité de service. Un service financier a beaucoup plus de contraintes qu'un service jeu ou autre. Donc il faut quand même comprendre aussi cette problématique pour dire que quand on va vers des négociations, il faudrait que le modèle technique qui doit faire l'objet de discussions, en faisant ressortir toutes les exigences ensuite qui ont un impact sur le modèle économique. Donc là aussi, il ne faut pas qu'on se trompe des débats. C'est quand même important parce que les enjeux sont différents en termes de délai de réponse, etc. Donc il y a toute cette problématique. Quand on veut être exigeant, il faut mettre des moyens derrière. Donc malheureusement, souvent des services doivent faire l'objet d'accompagnement des services de RSLE, c'est-à-dire de contraintes de temps de rétablissement ou de contraintes de délai d'établissement, entre autres. Ces paramètres-là doivent être connus et discutés. C'est quand même important, c'est ce qui va avoir un impact sur la performance des différents services. Je crois que quand même je vais tenir quand même à parler de ces différentes problématiques pour comprendre un peu que les modèles doivent faire l'objet de plus en plus de discussions. C'est quand même important. En tout cas, en ce qui concerne Sonatel, je pense que vous avez une oreille attentive. J'ai d'autres collaborateurs qui sont là, qui interviennent davantage dans ce secteur, le service de la des économies de Sonatel multimédia, qui peuvent éventuellement apporter des compléments d'information. Mais je pense que nous, Sonatel, nous sommes disposés à discuter, à participer, parce que nous avons quand même été, disons, on fait partie des acteurs qui misent beaucoup en tout cas sur le développement des services à valeur ajoutée. Il y a d'autres problématiques qui n'ont pas été soulevées. Je pense qu'on aurait peut-être évité la LONASE, je ne sais pas s'ils ont un représentant ici, parce qu'il y a des questions de fond. Ensuite, on interpelle aussi le régulateur sur d'autres questions, parce qu'on souhaite effectivement, avec l'évolution de l'environnement, demander l'accompagnement du régulateur pour qu'on examine un peu la réglementation des jeux, entre autres. Parce que c'est aussi un secteur qui fait encore l'objet de monopole au niveau de la LONASE et qui nécessite en fait une discussion, une ouverture de discussion, c'est quand même important pour éventuellement permettre aux PME également d'avoir d'autres leviers pour pouvoir créer des emplois, augmenter les ressources, etc. Je pense qu'il est quand même aussi important de demander le soutien de la RTP par rapport à ça. Bon, je pense que j'ai fait un balayage peut-être sur erreur de ma part pour éventuellement apporter une contribution sur aux différentes interpellations en tout cas qui concernent Sonatel. Merci. Monsieur Dia a une annonce à faire certainement au Ndiaye. Je voudrais en tout cas dire à la suite de ce qui vient d'être dit que la RTP a pris bonne note des interventions qui ont été faites ce matin. Je voulais vous informer aussi que l'État du Sénégal est en train de prendre un certain nombre de dispositions concernant le décret, parce que vous avez le code des télécoms et vous avez les décrets d'application. Et l'État du Sénégal est en train de travailler sur l'aspect, en tout cas législatif et réglementaire, et prendra volontiers, en tout cas, les contributions qui viendront des secteurs professionnels. L'État l'a fait lorsque, par exemple, la profession comme les centres d'appel sont venus vers lui en lui disant voici comment fonctionne le business
Et voici ce que nous on attend du gouvernement en termes de décision, et le gouvernement a proposé des décisions. Donc c'est pourquoi je dis chaque fois que ce sont les professionnels qui font évoluer le secteur. Nous avons aussi pris bonne note de la question du revenu sharing. Nous avons déjà annoncé dans notre présentation que nous allons nous intéresser à cette question-là. Vous pouvez compter sur nous. Nous comptons sur vous d'ailleurs pour y apporter toute la lumière qu'il faut pour permettre en tout cas à l'autorité gouvernementale de prendre des décisions. Il n'est pas trop tard pour le faire puisque nous avons encore des décrets à proposer dans le cadre du code. Nous avons également pris bonne note, très bonne note du fonds de soutien au développement des services à valeur ajoutée, puisque le représentant du collège est là et modère les débats. Je pense que vous avez eu une oreille très attentive à son niveau et que nous travaillerons, en tout cas nous prenons l'engagement de travailler à mettre ceci en place. Et voilà, donc j'ai aussi noté moi avec beaucoup d'intérêt ce que M. Si a appelé Customer Business Responsibility. C'est nouveau, mais c'est un concept qui peut aujourd'hui faire l'objet d'un certain travail au niveau des régulateurs et des autorités. Ce sont des choses comme ça qu'on a besoin d'entendre et de mettre, en tout cas, de traduire dans la pratique au niveau de notre droit, au niveau du Sénégal. Voilà donc, Monsieur le Président, Monsieur le Modérateur, ce que je voulais apporter comme précision, en disant vraiment que nous avons noté tout ceci avec satisfaction et que, si vous le permettez, nous allons, à moins que vous ayez des conclusions à tirer, remercier tous ceux qui sont, en tout cas, aujourd'hui qui ont honoré de leur présence la RTP à ce forum. Nous allons vous inviter à aller au restaurant et à revenir à 14h30. Il est déjà 13h15, mais à 14h30 pour commencer le panel sur le e-commerce, tout ce qui est logistique, technologie et paiement. Ça va être encore beaucoup plus intéressant que cette matinée. Et nous allons peut-être, nous espérons que le repas va vous donner des forces, parce que je sens que l'assistance est assez, disons, cool ce matin. Il faudra vraiment que dans l'après-midi, que ça chauffe. Merci beaucoup et bon appétit.